je ne sais pas si je vais introduire mon maître, Madame Chami, tout le monde la connaît. C'est l'une des personnes les plus anciennes dans le domaine de l'allergologie pédiatrique. Et personnellement, j'ai appris à côté de mon maître, Madame Chami, je continuerai toujours à le dire, mon maître, Madame Chami, parce qu'il prenait de ma main pour me montrer comment examiner les enfants, comment les traiter, comment indiquer la voie inhalée, comment la surveiller. Et donc, je n'oublierai jamais ce service. Et c'est grâce à elle, grâce à Madame Souheil, Madame Slaoui, que j'ai appris l'allergologie pédiatrique et que je continue à rendre service aux enfants. Donc, vous avez la parole, Madame Chami. Merci beaucoup, ça me touche vraiment beaucoup et je suis très très contente, très heureuse a posteriori parce que tout ça, je ne m'en souviens pas, donc je l'ai fait spontanément. Et je suis très heureuse d'être là, je suis très heureuse de retrouver tous mes amis. C'est toujours un plaisir d'être à Fès dans ce cadre magnifique, j'adore vraiment. Merci pour votre accueil, vraiment merci Docteur Attar pour tout, enfin toute la dynamique, merci Professeur Rida et merci à toute l'équipe parce que franchement, ce congrès devient une vraie réussite depuis quelques années. Bien, alors on va faire un atelier interactif, c'est ce qu'on m'avait demandé de faire. En 30 minutes, je vais essayer de le faire. Et donc, on va directement to the point, comme on dit. Alors, il s'agit d'une petite... On va travailler ensemble, hein, c'est un atelier. Une petite fille de 2 ans suivie avec moi, c'est ce que vous voyez tout le temps en consultation. Qui a été vu en novembre 2018, c'était l'année dernière, pour des épisodes répétés de dyspnée, tout sifflement. Ça, c'est notre pain quotidien, d'accord? La première bronchiolite est survenue à l'âge de 6 mois et après, ça s'est répété, tout sifflement, tout sifflement. Ça se répète, plusieurs consultations, plusieurs traitements. 4 à 6 épisodes par trimestre. Amélioration en été, la petite va très bien, aucun problème. Et puis, lors des épisodes, Malak, elle prend du salbutamol, des corticoïdes oraux. On s'en fiche qu'elle en ait pris 2 ou 3 ou 4 épisodes. On reprend. La durée des épisodes, c'est quand même 1 à 2 semaines. Et elle a eu plusieurs séances de kiné respiratoire. Bon, tout ça, c'est du classique, vous en voyez de tous les jours comme ça. Alors, question, on va essayer de répondre ensemble. Chez Malak, le diagnostic d'asthme est certain, on peut démarrer la prise en charge. Qui est d'accord? Qui n'est pas d'accord? Qui est neutre? On ne sait pas. Bien, on va voir les réponses tout à l'heure. L'étude des antécédents personnels et familiaux ainsi que l'examen clinique sont fondamentaux pour le diagnostic. Tout le monde, ok. La radio du thorax de face pose le diagnostic d'asthme du nourrisson. Très bien, super. La réalisation d'une radio thorax de face est indispensable pour le diagnostic. Oui, très bien. Les tests cutanés allergologiques sont indispensables au diagnostic d'asthme. Oui, non? Non, d'accord. Il est nécessaire de réaliser une exploration fonctionnelle respiratoire avant de démarrer le traitement. Non, bah c'est un petit bébé quand même. On va pas. Je vous dis juste en passant, l'exploration fonctionnelle respiratoire, moi, j'arrive pas à l'avoir avant l'âge de 8-9 ans. Pour des enfants vraiment très smart, comme on dit, 6 ans, 7 ans. Bon, mais vraiment, il faut qu'ils soient très, 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 très coopérants. OK? Bien, alors la réponse. Bien sûr, chez Malak, le diagnostic d'asthme n'est pas certain. On ne peut pas démarrer une prise en charge. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de diagnostics différentiels. Énormément. L'étude des antécédents est fondamentale et en fait, le diagnostic, il est posé vraiment sur l'histoire clinique. Pas beaucoup sur l'examen clinique, c'est vrai pour éliminer les diagnostics différentiels, mais surtout sur l'examen clinique. La radio du thorax, bien entendu, elle ne pose pas le diagnostic d'asthme, mais il faut la faire pour éliminer les diagnostics différentiels. Les tests cutanés ne sont pas indispensables, sinon on ne poserait jamais de diagnostic, étant donné que maintenant on en a de moins en moins. Et puis pendant des années, on a travaillé sans. Donc les tests cutanés, c'est un élément du diagnostic, mais ça ne pose pas le diagnostic. Et l'exploration, on en a déjà parlé. Donc les sifflements du nourrisson, il y a plusieurs causes, il y a une liste, mais vraiment... Mais un bon examen clinique, une radio du thorax bien réalisée, inspi-expi si on peut, et ça nous permet déjà d'éliminer pas mal de diagnostics, les obstructions des voies aériennes proximales. Vous n'avez pas besoin de prendre les photos, tout est sur la clé. D'accord? Les diapos sont sur la clé, donc soyez relax.
Le reflux, les fistules, les troubles de la déglutition, l'obstruction des petites voies aériennes, bien entendu, la mucoviscidose qui commence à devenir un vrai problème dans notre pays, les dysplasies, mais tout ça, quand on fait une bonne radio du poumon, on peut déjà s'orienter. Les cardiopathies congénitales, bien sûr, il faut examiner le cœur, les déficits immunitaires dont a parlé le professeur Bosfer hier, et finally, une fois qu'on a éliminé tout ça, qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, il nous reste l'asthme du nourrisson. Ce n'est pas une seule entité, c'est plusieurs phénotypes. Je crois que vous le savez déjà. Alors, chez cette petite Malek, on va répondre à quelques questions. Quand on a fait l'histoire clinique, elle n'a pas d'allergie alimentaire. Elle a eu une dermatite atopique diagnostiquée par un médecin et elle n'a pas de rhinite. Et sa maman a une rhinite allergique prouvée. Et elle ne siffle pas en dehors des virus, étant donné qu'en été, elle va bien. Elle s'aggrave à l'effort quand elle court ou là, quand elle joue. Elle n'a aucun autre symptôme, rien du tout, et il n'y a pas de tabagisme passif. Donc, vous voyez, donc, grosso modo, son histoire clinique, c'est une dermatite atopique, une rhinite allergique chez la maman, une aggravation des symptômes à l'effort. Tout ça, ça nous oriente vers un asthme du nourrisson, bien entendu. Quand on fait le bilan clinique, paraclinique, enfin quand on l'examine, elle est très bien, elle est normale, elle n'a rien. Mais quand on met le stéto, on trouve des bilans qui sont symétriques. C'est très important cette notion de symétrie. Il faut que ce soit symétrique sur les deux champs pulmonaires. Parce que si ça n'est pas symétrique, tout de suite, il faut aller s'orienter vers une autre pathologie, particulièrement le corps étranger. Super, très bien. Et quand on l'examine, la maman dit qu'elle n'a pas de rhinite, mais en fait, quand on l'examine vraiment, on s'approche, on met un petit miroir là, on regarde les oreilles et tout, on se rend compte que cette petite fille, elle a une respiration un petit peu ronflante, donc avec une rhinite. On lui a mis 4 bouffées de bêta-2 au cabinet, et puis 2 minutes après, il y a une diminution de sifflement, donc il y a une bonne réponse au bêta-2. On a réalisé une radio du thorax que je vous montre ici, qui est, vous voyez, tout à fait normale, à part une petite, je ne sais pas si on voit bien, à part une petite distension aux bases. Et le bilan allergologique, on l'a quand même fait parce que la maman était très demandeuse, les tests cutanés étaient négatifs et on n'a pas fait les restes. Bien. Diagnostic. Alors, est-ce que c'est un épisode viral dans le cadre de virose répétée du petit nourrisson? Est-ce que c'est une exacerbation d'un asthme du nourrisson déclenché par un virus? Est-ce que c'est une mucoviscidose? C'est quelle de virose? Ben, la radio du thorax, c'est normal quand même. Après tellement d'années d'évolution, impossible qu'elle ait une muco ou là, une séquelle de virose avec une radio normale. Est-ce que c'est un déficit immunitaire? Ben, la radio est normale, quoi. La bébé, elle est tout à fait bien. Elle a un examen tout à fait normal. Dyskinésie ciliaire primitive? Non, parce que ça se manifeste par vraiment des expectorations, un encombrement, des crachats, des infections respiratoires récidivantes, etc. Bien, et bien dans ce cadre-là, eh bien oui, ça peut être un épisode viral dans le cadre de virose répétée du bébé. Ça peut, parce qu'en été, c'est ce qu'on les baisse, et c'est vrai qu'il y a un rhinite allergique chez la maman, et c'est vrai qu'il y a une dermatite atopique dans la petite enfance. Mais hier, on l'a bien vu sur la marche atopique. Toutes les dermatites atopiques ne se transforment pas en asthme. D'accord? Et cette dermatite atopique, on n'a aucune idée de sa sévérité. Elle nous a dit qu'elle avait de la peau sèche, un petit. On dit c'est une dermatite atopique. Mais non, on ne l'a pas vue. D'accord? À l'examen clinique. Donc, on va suffire à la maman. Ça peut être des épisodes. Et mais le problème, et ça peut être bien entendu une exacerbation d'asthme déclenchée par un virus. Mais le problème, c'est de faire la différence entre ces deux phénotypes est très difficile dans la pratique. Si cette petite fille faisait des épisodes, même en été, toute l'année pérannuelle, on va dire, bon, c'est un asthme, on ne va même pas discuter. Comme c'est juste en hiver. Et c'est possible. Et maintenant, les viroses, ce qu'on appelle l'asthme viro-induit. D'accord? OK? Est-ce que c'est bon? On peut avancer? Oui? Oui, c'est vrai, mais il y a également les viroses, les sifflements dans le cadre de virose qui peuvent être réversibles partiellement par du salbutamol. Oui, enfin, il y a un petit... et dès qu'on donne du salbutamol, ça régresse un peu. Ça va pas. Quand il y a un asthme, ça disparaît complètement. Vous avez tout à fait raison, c'est vrai. On met le stéto, il n'y a plus rien. OK? Ça répond très, très bien et très vite. Bien, maintenant, qu'est-ce qu'on va dire à cette maman?
Alors, selon la dernière mise au point GINA, eh ben, il y a quand même des petits moyens pour faire la différence. Si les épisodes durent moins de 10 jours, 2 à 3 épisodes par an, pas de symptômes entre les épisodes, l'asthme est très peu probable. D'accord? Si maintenant les épisodes durent plus de 10 jours, qu'on a plus de 3 épisodes par an, et qu'on a parfois des symptômes entre les épisodes, l'asthme est possible, mais ou pas. Ça, on reste entre 50-50. En fait, notre petite fille, elle est là. Quoi. Avec ce qu'on va dire. Elle va faire de l'asthme. Ah ouais, elle va faire de l'asthme. Mais non, moi, je crois qu'il faut rester dans un discours rassurant par rapport aux parents. OK? Après, si bien entendu les épisodes durent plus de 2 jours, plus de 3 épisodes par an, des symptômes entre les épisodes, aggravés par l'effort, aggravés par le rire, on dit que l'asthme est fort probable. Il n'est pas certain, il est fort probable. On a une forte probabilité. Donc, ça reste des moyens quand même diagnostiques qui vont vous permettre de savoir, d'avoir un discours cohérent vis-à-vis des parents. Est-ce qu'elle va rester asthmatique toute sa vie? Eh bien, probablement pas. D'accord, si on est dans le ouais. Eh bien, on ne sait pas, on va voir l'évolution, qu'est-ce qu'elle va nous dire, mais si vous suivez le traitement, ça va aller. Oui, il y a tout un contexte qui nous dit que peut-être, mais si vous suivez le traitement bien, on va la tirer d'affaire, etc. Il faut toujours rester dans un discours positif. On peut s'aider également de ce qu'on appelle l'Asthma Predictive Index. Alors, ce sont des index de prédictifs de l'asthme du nourrisson. Ces index, il y en a beaucoup. Et chaque pays, chaque équipe, etc., en fait un pour voir quelle est la fiabilité de cet index. Et ils ont tous des défauts et des qualités. Moi, personnellement, celui que j'utilise beaucoup, et quand on a fait la comparaison des différents index, c'est, on va dire, celui-là le moins mauvais. D'accord, c'est l'Asthma Predictive Index qui a été fait par les Américains. Alors, les critères majeurs, c'est un asthme parental, un eczéma diagnostiqué chez le bébé, ou bien des tests cutanés ou des RAST positifs. Un de ces éléments. Et les critères mineurs, c'est une rhinite allergique, une allergie alimentaire, une éosinophilie. Je reconnais que moi, je ne fais pas beaucoup la numération chez ces bébés, donc je ne demande pas l'éosinophilie. Je ne vais pas aller les piquer pour aller voir une éosinophilie. Je me contente des autres critères. Et puis, les sifflements en dehors des viroses. Et cet API, il est positif quand on a des sifflements récidifs durant l'année précédente, avec un critère majeur ou là, 2 critères mineurs. OK? Mais, toujours un mais sur ces index, c'est que leur valeur prédictive négative, elle est bonne. C'est-à-dire, s'il n'y a aucun critère, on peut pratiquement rassurer les parents et leur dire « votre enfant va guérir, c'est sûr ». OK? Mais la valeur prédictive positive, elle est faible. C'est-à-dire, même si on a un API positif, ça ne veut pas dire que l'enfant va être asthmatique plus tard. C'est très compliqué. Donc maintenant, toutes les équipes sont en train, à la recherche d'un index prédictif beaucoup plus fiable que ce qu'on a. Alors, cette petite fille, vous avez vu tout à l'heure, elle a une dermatite atopique diagnostiquée par un médecin, d'accord? Sa maman a une rhinite allergique, ça s'aggrave à l'effort, donc elle a un API positif. Voilà, elle a un API positif. Donc, il y a un risque de persistance, d'accord? Alors maintenant, on a vu tout ça, on sait qu'il y a un risque de persistance. Que faut-il faire pour le traitement de la phase aiguë? Je n'en parle pas hein, dans cet atelier. Que faut-il faire? Est-ce qu'on fait uniquement un lavage des narines qui n'est respiratoire lors des épisodes? Est-ce qu'on traite chaque épisode par des bêta-2 et des corticoïdes oraux? Est-ce qu'on donne des corticoïdes inhalés faibles doses au long cours avec bêta-2 à la demande? Est-ce qu'on fait des corticoïdes inhalés plus bêta-2 lors des épisodes aigus? Non. Est-ce qu'on donne du montelukast au long cours durant l'hiver? Est-ce qu'on donne des corticoïdes inhalés plus des LABA au long cours? Les LABA, c'est les bêta-2 longue durée d'action. Hein. C'est salmétérol, formoterol. Il n'y a pas d'AMM, très bien. Est-ce qu'on donne des corticoïdes inhalés plus le tiotropium bromure? Ça, je l'enlève parce que c'est juste vraiment pour les grands enfants. C'est au-delà de 12 ans, c'est les médicaments de la PPCO. C'est pour les asthmes très graves. Alors, c'est non. Est-ce qu'on donne de l'azithromycine pendant 3 jours lors des épisodes aigus? C'est non. Très bien. Alors, voilà les réponses. Uniquement lavage des narines, c'est non, parce que c'est quand même une petite fille qui a beaucoup d'épisodes, elle prend beaucoup de corticoïdes, elle fait de la kiné respiratoire, donc c'est non.
Traitement de chaque épisode par les corticoïdes oraux et les bêta-2, c'est non. Non de chez non. Pas de corticothérapie orale. Il ne faut pas dépasser 2 cures par an. 2 cures par an. Et actuellement, sur les dernières recommandations, c'est que quand on a vu l'enfant, il n'aurait pas fallu qu'il dépasse 2 cures sur toute sa vie, c'est-à-dire depuis qu'elle est née. Donc, il faut faire très attention. Je reviens même comme pour les adénopathies. Non, à partir du moment où on a besoin d'une corticothérapie orale une 3e fois, ça veut dire qu'on a un problème et qu'il faut aller voir autre chose. OK? Et qu'il faut traiter cet asthme, il faut le prendre en charge. Corticoïdes inhalés faible dose au long cours, bêta-2 à la demande. Oui, bien entendu. C'est le protocole classique. Corticoïdes inhalés bêta-2 lors des épisodes aigus. Eh bien maintenant, c'est oui. Selon les nouveaux. Vous vous rappelez ce qu'on disait il y a longtemps? C'est ce que disait le professeur Marawi hier. On nous apprend des choses, 2 ou 3 ans après, eh ben on nous dit non, non, c'est plus du tout ça. Alors, il y a des études qui ont montré que chez des enfants qui ont les asthmes viraux induits, le fait de donner des bêta-2 plus une corticothérapie inhalée forte dose sur une période de 7 à 10 jours pouvait avoir exactement le même effet qu'une corticothérapie orale. Donc, il vaut mieux à ce moment-là éviter la corticothérapie orale et donner une corticothérapie inhalée, même sur une petite période. Et d'ailleurs, les parents le font. Dès qu'ils vont mieux l'enfant, ils arrêtent le traitement et en fait, ils le font pratiquement spontanément. Pardon. Montelukast au long cours durant l'hiver, ça se discute, c'est une alternative. Alors, pourquoi je le laisse? Parce qu'il y a des parents qui sont très corticophobes. Très corticophobes. Ouais, lui, ils veulent rien savoir. Ouais, lui, dès qu'on sort de la chambre d'inhalation avec le traitement, c'est vrai qu'il faut discuter, etc. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Perso, je démarre un traitement avec le Montelukast en me disant probablement ça ne va pas marcher. Des fois, ça marche. Si ça marche, c'est parfait. Parce qu'il y a des bons répondeurs et des mauvais répondeurs. Et bien, si ça ne marche pas, je leur dis, ben, vous voyez, ce traitement ne marche pas, on n'a pas le choix. Il faut passer à la corticothérapie. Et il faut revoir l'enfant très rapidement. Une fois qu'on l'a mis sur Montelukast, il faut le revoir 15 jours, 3 semaines après, parce que le Montelukast, normalement, il a une action assez rapide. Donc, du coup, vous allez avoir des résultats assez rapidement. D'accord? Oui, oui, oui. Oui, mais bon, les corticoïdes inhalés restent the best option, comme on dit, la meilleure option, même pour l'asthme à l'effort. D'accord? Alors, corticoïdes inhalés plus les LABA, c'est non parce qu'il n'y a pas l'AMM. L'autre, on en a parlé. Et bien maintenant, actuellement, il y a beaucoup d'études qui se font sur l'azithromycine. L'azithromycine, c'est un antibiotique macrolide avec un petit effet anti-inflammatoire. Et donc, actuellement, il y a certains enfants, au lieu de leur donner une corticothérapie orale, essayez l'azithromycine. C'est déjà un moindre mal. D'accord? Et il y a beaucoup d'études qui se font actuellement sur l'azithromycine dans ces sifflements récidivants du bébé. Il y a des études contrôlées et tout ça qui ont montré une efficacité. OK? Mais ce protocole n'est pas encore validé par le GINA. C'est ça. Bien, alors maintenant, bon, le grand enfant, on n'en parle pas parce que je l'ai mis là, c'est juste pour que vous compariez qu'on peut utiliser les LABA, etc. chez le grand enfant. Mais chez le bébé, vous voyez la progression selon le dernier GINA. Alors, corticothérapie faible dose ou l'alternative Montelukast ou corticothérapie intermittent à un stade ultérieur moyenne dose, où là, on peut associer faible dose Montelukast, et puis après, c'est moyenne dose, Montelukast, forte dose, intermittent, etc., etc. Tout ça, vous l'avez sur vos diapos. Je vais passer parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Alors, je passe très rapidement les corticoïdes inhalés gold standard. Ce qu'il y a en bleu, c'est ce qui est disponible au Maroc. Alors actuellement, on a quand même une autre option thérapeutique qui est disponible, c'est le budesonide nébulisé, qui peut quand même nous donner vraiment de très bons résultats chez les petits bébés quand le système d'inhalation avec la chambre d'inhalation n'est pas très bien suivi. Alors selon toutes les études, ça c'est une méta-analyse, même si elle date de 2007 déjà, toutes les études ont montré l'efficacité des corticoïdes inhalés. Maintenant, il y a des enfants qui répondent moins bien aux corticoïdes inhalés. Il y en a. Moi, j'ai des nourrissons et qui ne vont pas très bien. Alors ça, c'est souvent ce qu'on appelle, c'est les asthmes viraux induits. Okay? Quand vraiment on a un asthme, tel que dans la définition, ça répond très bien aux corticoïdes inhalés. Alors les doses de corticoïdes inhalés, il faut faire attention parce que souvent, je vois des enfants sous ces doses-là, de 1000 gamma de Clinifor, par exemple,
ou la fluticasone, beaucoup, mais 250 matin, 250 soir, il faut se dire que c'est une très très forte dose. Donc, il faut toujours aller sur ces doses-là, 250 ou là, 100. Alors, le fluticasone 50, il n'est pas commercialisé au Maroc. Ce n'est pas grave, si on veut donner 100, ben, on donne 125 une fois par jour. D'accord? Bien, les leucotriènes ont montré quand même un intérêt sur des études contrôlées, c'est-à-dire que quand on voit, ils peuvent améliorer de façon significative les symptômes diurnes et nocturnes. Sur les études contrôlées, il y a quand même un effet en faveur du montelukast par rapport au placebo. Mais si on compare les deux, la courbe supérieure, c'est le budesonide, et inférieure, c'est le montelukast, eh bien, en matière de symptômes, ça peut se rejoindre un petit peu, mais en matière de besoin en corticothérapie orale, c'est toujours en faveur de la corticothérapie inhalée. On est toujours mieux. Alors, l'azithromycine, voilà la nouveauté actuelle dans les sifflements du nourrisson. Elle a un effet anti-inflammatoire par réduction de l'inflammation neutrophilique. Elle a un effet sur le microbiome pulmonaire. Et on sait qu'il y a beaucoup de surinfections concomitantes à tout ce qui est sifflement viro-induit. Alors, on donne 10 mg par kilo durant 3 jours au début de l'épisode. Mais ce que je vous ai expliqué, quand on voit ici les études qui ont été faites, azithromycine contre placebo, on a quand même voilà, une aggravation sous placebo et une amélioration sous azithromycine, c'est la courbe en bleu. Alors, un petit schéma pour finir. Enfin, pour finir, j'ai presque fini. Si on fait une approche selon le phénotype, si on a des sifflements intermittents, l'API est négatif. On peut faire l'azithromycine précoce durant l'épisode. D'accord? Si l'API est positif, on va opter pour des corticoïdes inhalés intermittents. Pourquoi? Parce que le bébé va faire 2 ou 3 épisodes par an. Ce n'est pas la peine de faire tous les jours, alors qu'on aura très probablement le même résultat qu'on fasse intermittent ou là au long cours. Si par contre les sifflements sont persistants, on a une hyperéosinophilie des tests cutanés positifs, mais moi perso, je ne les fais pas au cabinet. Franchement, je ne fais pas des tests cutanés à tous les bébés, d'abord parce qu'on est en pénurie de tests cutanés et donc je les réserve à des situations où j'ai vraiment besoin d'un diagnostic et je ne fais pas de prélèvement parce que, alors je me base beaucoup sur la clinique et l'histoire clinique, d'accord? Alors ce sont des corticothérapies inhalés au long cours. Si on a une histoire clinique un peu bancale, c'est pas vraiment sévère, c'est pas vraiment léger, on est vraiment au milieu. On fait soit corticothérapie au long cours, inhalée, je veux dire, soit les antileucotriènes, soit des corticoïdes inhalés intermittents. Alors je peux vous dire qu'il y a même des études qui ont étudié les antileucotriènes intermittents ou au long cours. Et en fait, les résultats sont à peu près les mêmes quand on a un asthme intermittent. Est-ce que c'est bon? On avance? Ça veut dire sur une dizaine de jours, inhalé, hein? Et on l'arrête. On donne forte dose sur 10 jours. Et on l'arrête. D'accord? Alors, le suivi, bien entendu, vérifier le contrôle de l'asthme. Symptômes bien contrôlés, enfant asymptomatique ou manifestations très légères, très rares. Visite tous les 3 mois. Alors moi, quand je démarre le traitement, je fais toujours une visite 1 mois après. Toujours. Je démarre tous les 3 mois et après, si ça va mieux, c'est tous les 6 mois. Ajuster le traitement en fonction de l'évolution et éduquer la famille, c'est un volet très, très important. Alors cette éducation, moi, elle me prend tout le temps une demi-heure en cabinet à toutes les consultes. Parce qu'il faut toujours rafraîchir la mémoire, toujours vérifier la technique d'inhalation, toujours voir l'observance thérapeutique, reposer la question est-ce qu'il y a quelqu'un qui fume à la maison et tout. Et tout ça, c'est tout le temps. Le contrôle de l'asthme, alors selon le dernier GINA, ils l'ont vraiment simplifié. Ces symptômes, réveil nocturne, besoin en PDA2, retentissement sur l'activité. Ils ont enlevé le FR, tant mieux, et le PEF et tout ça. Parce qu'en fait, c'est vraiment ponctuel, ça ne sert pas à grand-chose. Et en fait, bien contrôlé, aucun critère positif, enfant normal. C'est ça, bien contrôlé. Bon, il a un petit symptôme par-ci, par-là. Non, c'est rien. Partiellement contrôlé, 1 ou 2 critères positifs. Non contrôlé, bien entendu, c'est 3 ou 4 critères positifs. Et quand l'enfant n'est pas bien contrôlé, qu'est-ce qu'il faut faire? Réévaluer, c'est-à-dire la première chose, l'observance thérapeutique et la technique d'inhalation. 2 choses, vous gardez ça en tête. Asthme non contrôlé, observance, technique d'inhalation. Dans la grande majorité des cas, c'est ça. Dans la grande majorité des cas. D'accord?
Bien sûr, les crises nécessitant des corticoïdes oraux, il faut qu'il n'y en ait aucune sur les 3 derniers mois, ou là, les 6 derniers mois. Romain, ils disent 3 derniers mois, mais moi, je fais 6 derniers mois pour avoir un asthme bien contrôlé. Parce que je trouve que 3 mois, si c'est 3 mois en été, eh ben, c'est pareil. D'accord? Bien, un petit schéma de prise en charge. Un enfant non suivi, traitement initial, c'est toujours corticothérapie inhalée, faible dose. D'accord? Consultation après 2-4 semaines. Bien contrôlé, on revoit l'enfant tous les 3-6 mois. S'il n'est pas bien contrôlé, mal ou non contrôlé, on passe au palier supérieur du traitement. Donc, soit on double la dose de corticoïdes, soit on rajoute du montelukast en fonction de la famille, en fonction de beaucoup de choses. D'accord? Et on reconsulte. Et toujours considérer l'observe. Ah, mais ça passe pas la flèche. Et je suis désolée. Elle passe ici. Ah, je sais pas. Ben non, elle passe pas. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous suivez. C'est bon. Moi, j'ai le pointeur. Ah, je pensais que la flèche, elle passait là. Toujours considérer l'observance thérapeutique et la technique. Toujours, toujours, toujours. OK? Et puis, si c'est bien contrôlé, on revoit l'enfant tous les 6 mois. Si on est à un palier supérieur du traitement et qu'il est bien et qu'il prend trop de médicaments, après 3 mois, on revient à la dose inférieure et on voit comment il répond. Et c'est toujours un cercle comme ça. C'est pour ça qu'il faut toujours voir l'enfant tous les 3 mois. To take home, évaluer la sévérité, préciser l'histoire clinique, toujours. Radiothorax indispensable pour éliminer les diagnostics différentiels. Si possible, quand on a des radiologues très très bien entraînés, clichés inspirés, expirés, pour rechercher un petit peu de troubles de ventilation qui passent inaperçus. Bilan allergologique, si possible, ça n'est pas toujours possible, mais on peut s'en passer hein, pour prendre en charge un bébé. Utiliser l'asthma prédictive index, éviction du tabac, contrôle de l'environnement si possible. Je dis si possible parce que des fois, ça n'est pas vraiment possible. Des fois, vous avez des familles qui vont habiter dans des habitats où il n'y a pas de fenêtre. Toute la famille habite dans la même chambre et tout. Et donc, des fois, dire à la maman, allez, il faut laver, machin, etc., c'est pas vraiment possible. Mais insister sur le tabagisme passif. Ça, s'il y a une chose à retenir, c'est ça. Corticoïdes inhalés ou montelukast ou azithromycine en fonction du phénotype et de la sévérité. Évaluer le contrôle, ça je crois que c'est la base du traitement tout le temps, et avoir un discours avec les parents, rafraîchir la mémoire, vérifier les techniques d'inhalation, avoir un discours rassurant. Si vous traitez, il ira bien. Et donc, vous pouvez avoir une accroche au traitement. En sachant que vraiment, dans ma clientèle, qui est vraiment, on va dire, entre guillemets, instruite, etc., j'ai pas plus que 30% de bonne observance thérapeutique. J'ai beau me battre, et ben ça, c'est comme ça. Et puis, réadapter le traitement en fonction de l'évolution. Et je finis par ce très beau paysage tourisme sur le lac Vinelhuiden. Merci, Madame. J'ai 3 minutes d'avance. Merci, Madame Chiami, pour cette présentation très pratique. Vraiment, c'est un cas clinique qui a mis le point sur les différentes étapes, aussi bien diagnostic que bilan, que prise en charge. Donc, la parole est à la salle. Vous avez toute la possibilité de poser vos questions parce que Madame Chiami nous a gagné 2 minutes. Madame Chiami nous a gagné 3 minutes. Merci. Merci beaucoup pour ce magnifique topo. Alors, ma question, c'est pour quand on veut arrêter un traitement pour un enfant suivi, bien contrôlé, etc., après quelques mois, il est sous une bouffée de fluoxétide 125 puis 50, parfois on le ramène de l'étranger, puis on arrête le traitement 2 mois, l'enfant va très bien. Ma question, EFR dans ce cas-là, chez les grands bien sûr, je ne parle pas des petits, pour être sûr de ne pas passer à côté d'une inflammation bronchique totalement asymptomatique, c'est-à-dire une très légère, l'enfant il court, il tousse pas, mais si EFR montre une petite perturbation, qu'en pensez-vous? Alors écoute, il n'y a pas de consensus sur l'arrêt du traitement pour l'instant. On peut arrêter le traitement, en général on l'arrête en été et on voit, d'accord? Si on doit arrêter un traitement, c'est jamais en période automno-hivernale. Même si l'enfant va très bien, tu attends l'été et tu arrêtes ton traitement, etc. Maintenant, on revient à l'exploration fonctionnelle respiratoire. L'enfant va bien, ça fait 6 mois qu'il n'a rien, normal.
Et les parents vous demandent, est-ce qu'on peut arrêter le traitement? Tu fais une EFR, tu trouves quand même une diminution du VMS, des petites bronches, etc., une diminution du débit. Eh bien, je peux te dire que c'est compliqué. La décision à prendre est compliquée. Est-ce que, dans la logique, il faudrait continuer le traitement inhalé? Mais, actuellement, il y a des enfants qui naissent avec des petites bronches. Dès la naissance, c'est leur patrimoine bronchique. Il est là. C'est-à-dire que tu ne peux jamais espérer avoir une fonction respiratoire qui est dans les normes, dans la normalité. Mais c'est un enfant adapté. Il est bien, les baisseliers. Donc, du coup, j'ai un petit peu de mal, moi, à imposer un traitement au long cours, difficile à suivre quand même, hein, c'est matin et soir, etc., ou même une fois. Et en général, les enfants, ils en ont marre, ils veulent juste... Moi, personnellement, ce que je fais, c'est que j'arrête le traitement. Si la fonction respiratoire n'est pas trop perturbée, hein, petite perturbation. Je me dis, bon, peut-être que c'est une perturbation qu'il a gardée depuis très longtemps, je l'arrête. Moi, je me base beaucoup sur la clinique. Beaucoup. Et après, je dis aux parents, moi, pour l'instant, on ne va pas reprendre le traitement, mais au premier, on le reprend. D'accord? Et ça marche comme ça en général. Et ils le reprennent d'eux-mêmes avant de venir me voir. Donc, mais c'est une éducation, il faut avoir vraiment comment vous dire, un rapport hyper bon avec la famille. D'accord? Madame Drissi, dernière question. Mais merci beaucoup pour votre excellente présentation. Moi, ma question, c'est juste pour la place du Montelukast. Je veux bien que vous replaciez ce médicament. Dans quel palier? On commence à voir maintenant des prescriptions de première intention dans les rhinites allergiques, parfois isolées. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors non, le Montelukast, les indications sont claires. Selon le GINA, c'est une alternative à la corticothérapie inhalée dans les asthmes intermittents. D'accord? Ça, en monothérapie, je veux dire. Hein. Je vais dire en monothérapie, c'est en monothérapie. Et son action, on va dire qu'elle est pas mal dans les asthmes viro-induits. Ce n'est pas une action 100%. Il y a des bons répondeurs, encore une fois, et des mauvais répondeurs. OK? Et moi, je le donne souvent chez les parents dont je ressens mais fortement la corticophobie. Après, il faut que je fasse un travail sur les parents pour qu'ils acceptent les chambres d'inhalation, le spray, etc. Je crois qu'on a tous affaire à des parents comme ça. Hein. OK. Donc, ce que je fais, je me dis, c'est une alternative quand même. Recommandée par le GINA. Ça rentre dans les recommandations. Il y a beaucoup d'études contrôlées qui ont été faites, qui ont montré une certaine efficacité. Elle n'est pas totale, ce n'est pas comme les corticoïdes inhalés. Mais il y a certains enfants qui répondent au Montelukast. Donc, je me dis, il ne faut pas se priver de cette alternative. Ça, c'est la première indication. La deuxième indication du Montelukast, c'est quand on est chez des enfants petits, qui n'ont pas l'AMM pour les LABA, qui ne sont pas contrôlés sous un traitement bien suivi de corticothérapie inhalée, et on a tendance à aller sur des fortes doses. Il faut toujours avoir en tête qu'il y a le retard statural, qu'il y a les effets secondaires. On est chez un petit enfant en croissance, donc il faut faire attention au développement statural. Et à ce moment-là, au lieu d'aller sur des doses très élevées de corticoïdes inhalés, on peut rajouter le Montelukast. Et ça nous fait association corticoïdes inhalés, Montelukast, pour, si vous voulez, garder des doses raisonnables de corticoïdes inhalés. Okay? Après, tout dépend des moyens financiers de la famille aussi. Voilà. Moi, ce sont mes deux principales indications. Après, c'est vrai que chez le grand enfant, on peut les rajouter chez les enfants qui sont sous corticoïdes inhalés là-bas et Montelukast parce que ce sont des asthmes qui sont difficiles à contrôler. Merci, Madame Chiami. Vraiment, le débat continuera. Merci beaucoup pour votre attention.